Ça va vite, hein. Il y en a des choses à faire en Sarthe en même temps. On continue notre rendez-vous, nos rendez-vous d'Olivier avec nos prochains invités pour un festival qui est très connu puisque ça fait déjà 10 ans qu'il existe au Mans. Il s'appelle Un autre regard et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Brigitte Asselineau, danseuse et chorégraphe. Bonsoir. Bonsoir. Et Carole Albanès, conseillère artistique. Bonsoir. Et puis à côté de ces deux demoiselles, deux jeunes hommes magnifiques que vous connaissez jeunes par cœur. Tu me feras la liaison, tu me feras plaisir. Ouais, je ferai jeunes hommes. Parce que, merci. c'est comme dans Haricot. Il va y avoir une battle entre les deux tout à l'heure. Lequel va gagner? Il y avait eu un forfait la semaine dernière d'ailleurs. Oui, j'ai lamentablement abandonné mon poste. C'est une battle de quoi? Parce que c'est nouveau, il faut expliquer aux gens. C'est une battle entre la BD et les comics. Exactement, bah voilà, qui va gagner. En tout cas, vous êtes venu avec... Ah bah là, il y a là ce qu'il faut. Hein. Ouais, on est venu à plusieurs. Ah ouais, d'accord. C'est un peu moins coloré, hein. Ce sera beaucoup plus glauque. Vous aussi, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, alors parlons de ce festival qui va fêter cette 10e édition. Le festival Un autre regard bien installé maintenant. Que va-t-il se passer pour cette 10e édition? C'est difficile à répondre parce qu'il va y avoir beaucoup de choses. Bah, ça va être une édition particulièrement riche, oui. C'est vrai que ces 10 ans, c'est aussi pour nous l'occasion de porter un regard sur... un autre regard sur la danse de ces dernières années à travers des archives précieuse d'une journaliste de danse qui s'appelle Lise Brunel et qui a passé sa vie à écrire sur la danse dans des journaux très populaires, hein, toutes sortes de revues, magazines, journaux, pour faire connaître la danse, pour faire connaître les chorégraphes, certains vraiment au début de leur parcours, d'autres plus connus. Et donc voilà, elle a beaucoup produit d'écrits, elle a collecté beaucoup de photographies, d'enregistrements au cours de sa carrière et nous avons la grande chance aujourd'hui de pouvoir revoir toutes ces archives à travers une exposition qui sera présente pendant tout le festival, donc du 18 au 25 septembre au Quinconce en accès libre. Et associé à cette collection d'archives, il y a un spectacle dans lequel danse Brigitte qui sera donné en milieu de festival, donc le mardi 22 septembre au Quinconce. Voilà, donc de cette collection magnifique, nous avons tiré en fait des fils pour la programmation avec des œuvres chorégraphiques d'hier, donc de répertoire, également des créations chorégraphiques d'aujourd'hui. Donc il y aura vraiment un panel très ouvert en fait de propositions chorégraphiques cette année. La danse, donc ça fait 10 ans, j'imagine que la danse a le vent en poupe. Même un peu plus. Un peu plus. Beaucoup plus. Qui danse aujourd'hui? Qui danse aujourd'hui? Mais tout le monde danse. Tout le monde peut danser, il suffit de se lancer comme ça, de laisser son cœur voilà, son cœur aller voilà, sur des planches. Alors, il y a beaucoup d'invités qui ont parlé de planches. Nous aussi, on a un plancher sous les pieds qui danse. Mais beaucoup d'amateurs. Moi, ça fait maintenant 13 ans que je suis associée à cette merveilleux travail qui se fait à l'Espal des Quinconces. Je m'occupe principalement, moi, de donner du goût et d'emmener, d'embarquer, j'espère, des personnes de tous âges, de tout sexe, à venir voilà, explorer, découvrir, se révéler grâce à la conscience du geste. Et d'ailleurs, dans le cadre du festival, il y aura plusieurs ateliers gratuits, voilà, comme ça, qui distillent à plusieurs endroits du festival des portes d'entrée, j'ai envie de dire. Moi, je suis quelqu'un qui adore la transmission. Je suis danseuse, je dirais, depuis tout le temps. Et puis, j'ai toujours aimé la transmission, toujours aimé être dans le geste partagé. Et donc justement par rapport à la collection Lisbé, donc le spectacle dont vous parlez Carole il y a quelques secondes, je vais avec une chercheuse qui a travaillé sur ce collectage des archives et sur l'organisation de toutes ces archives. Nous allons mener toutes les deux un atelier de 2 heures le dimanche 20 septembre de 13h à 15h au Quinconce dans l'exposition même. Et puis il s'agira tout simplement, je dirais, d'avoir confiance dans son regard, confiance dans nos sensations, de pouvoir tout simplement échanger et passer du geste à la parole. Voilà, cet atelier de 2 heures, vraiment très court, comme une première entrée en matière. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le geste que produit autrui? Qu'est-ce qu'on peut dire du geste que l'on produit soi-même? Je crois qu'il faut juste puiser dans son vocabulaire de tous les jours, d'être aussi très simple, mais d'oser simplement passer du geste à la parole.
Qui est-ce qui peut participer à ces ateliers? Quelqu'un qui n'a jamais dansé, comme moi par exemple. Tout le monde. On peut y aller. Mais vous êtes, Julien, je peux m'accompagner. Moi j'ai déjà dansé. Ah bon? Pardon. J'étais la doublure de Patrick. Non, vraiment, c'est quelque chose qu'on défend énormément depuis tout le temps à l'ESPAL et maintenant les quinconces l'ESPAL. C'est vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut à chaque instant découvrir. Tout le monde peut se mettre à lire un livre qu'il n'a jamais lu. Tout le monde peut aller regarder une exposition ou entendre une musique qu'il ne connaît pas. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se donner cette liberté avec la danse? En gros, c'est une espèce de chose comme ça qui est très importante pour nous. C'est que c'est peut-être plus naturel de danser que de lire, entre guillemets, parce qu'il faut avoir quand même les codes pour lire, déchiffrer les mots. Danser, vrai, quand on a son corps, on peut danser. Un enfant qui naît, il bouge, il danse. Vous avez tous des enfants parmi je sais pas, votre famille ou parmi vous, mais il suffit de rien. Non, mais il suffit de les regarder. Un enfant danse et après qu'on nous dit il faut pas bouger, non, mais non, pourquoi est-ce qu'on nous empêche la joie du mouvement? On voit justement cette bande-annonce qui défile devant nous avec une danse, une chorégraphie que vous avez réalisée dans les rues du Mans, à l'extérieur, à l'intérieur du théâtre. Ça s'est passé comment cette danse? C'était juste avant, on l'a vu juste avant pendant que vous parliez. Une chorégraphie géante avec plein de gens derrière qui dansent. Qu'est-ce que un souvenir de ce moment-là? Ça devait être une chorégraphie de David Roland qui s'appelle Les Lecteurs et qui justement propose à tout un chacun samedi soir sur le parvis des Quinconces de venir très simplement partager une chorégraphie collective qui est très simple, vraiment d'accès et qui, je pense, va renouer avec le plaisir immédiat de danser, de se mettre en mouvement, d'être ensemble en train de danser. On peut partager cette danse avec des amis, en famille, et puis avec tous les gens qui seront là. Je pense que ce festival, c'est une façon aussi de faire tomber les a priori sur la danse et de faire en sorte que chacun puisse renouer très simplement en fait avec le goût du mouvement qui, comme le disait Brigitte, est fondamental en fait chez chacun. Je pense qu'on a tous du plaisir à se mettre en mouvement, à bouger, à se mettre à l'écoute de son propre rythme, voilà. Et donc dans le festival, qui n'est pas vraiment éclectique, mais en tout cas très ouvert, on essaye d'avoir de multiples portes d'entrée, et notamment à travers donc les ateliers qui sont ouverts et gratuits à tous, et à travers des projets participatifs. Et David Roland, ce chorégraphe nantais, est particulièrement talentueux pour faire des propositions dans ce sens-là. Donc il y aura les lecteurs à 21h30 samedi soir sur le parvis des Quinconces avec 4 danseurs qui seront là pour donner le change aussi au public et les guider dans une chorégraphie collective. Après ça, il y aura un grand bal disco concocté par Véronique Hubert qui est DJ et VJ et qui va nous faire danser, je pense, très tard dans la nuit. VJ, c'est la vidéo. On mixe VJ, la vidéo. Voilà, elle mixe aussi des images de danse et elle lance des musiques très dansantes, voilà, selon un mix qu'elle a concocté pour nous. C'est quel moment ça ? Ça, c'est samedi soir. Donc, toute cette soirée du samedi soir sur le parvis. Donc, à 17h, on va avoir Chouga Chak au-dessus dans le Vieux-Mans. Et puis après, on peut venir à 19h voir un spectacle dans les Quinconces au théâtre. Un spectacle de hip-hop de Amala Dianor, ce magnifique chorégraphe que l'on voyait tout à l'heure à l'écran danser en solo en extérieur. Et puis à 21h30, donc ce que je vous disais, les lecteurs de David Roland, avec ensuite ce grand bal disco orchestré par Véronique Hubert. On voit aussi avec l'ESPAL, ça fait 20 ans maintenant, parce qu'il y a eu c'est ça, il y a eu le spectacle. C'était cette année, au mois de juin, les 20 ans pour Papillon. Sur l'année. Ah oui, c'était ça. Papillon. Et on voit bien, vous parliez de VJing. Il y a une évolution quand même, vous, Brigitte, vous pratiquez la danse depuis très longtemps. Vous l'avez vu évoluer aussi, cette pratique. Alors au Mans, en Sarre, j'ai l'impression qu'on a une éducation d'ailleurs un petit peu à la danse, peut-être grâce à l'ESPAL notamment, mais cette pratique de la danse contemporaine, elle a énormément évolué avec des esthétiques complètement différentes. Aujourd'hui, on n'a plus pas seulement que de la musique et de la danse, on y ajoute de la vidéo. J'imagine que ça doit être assez intéressant aujourd'hui de travailler sur ces différents formats. Oui, mais moi, dans je peux faire des ma questions posture, plus longues. et moi des réponses plus courtes. Ma posture ici, si vous voulez, elle est vraiment dans cette ligne à la fois très large et en même temps très définie, parce que ça me ressemble aussi, de vraiment donner le goût du geste dansé.
et vraiment de se débarrasser de tous ces préjugés. C'est pas pour moi, je suis trop petite, je suis trop gros, je suis trop vieux. Non, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas s'autoriser à ça? Donc c'est vraiment mon cheval de bataille. Après, bien évidemment, dans les propositions qui sont faites tout au long de l'année, et puis bien sûr, plus particulièrement pendant le temps du festival Un autre regard, je dirais c'est une construction tout ça. C'est un grand édifice, une programmation, et puis 10 ans ou 20 ans de travail. C'est vraiment une maison qui s'organise. On peut mettre le toit à l'envers, parfois il y a eu des couvertures où il y avait ça, on peut mettre une porte à un endroit où on ne peut pas aller. Mais vous voyez, c'est vraiment un jeu de construction. Et je crois que c'est ça qui est passionnant, c'est aussi pour moi d'accompagner les personnes qui viennent travailler avec moi pour découvrir un geste dansé ou l'instant. Moi, je tiens vraiment à cette notion d'instant de danse, de mouvement, et en même temps qu'ils puissent participer et comprendre, entre guillemets, une architecture d'une maison qui se construit au fur et à mesure des années. Une maison, j'entends un théâtre. Oui, et puis moi, ce que ça me rappelle, ce que vous dites là, c'est que finalement, ce croisement des médias entre images, gestes, musique, on le croit très récent, mais en fait, non. Et je crois que ce que va nous apporter l'exposition, la collection Lisbé, c'est cet éclairage sur la danse contemporaine de ces 50 dernières années, où dès les prémices, en fait, par exemple avec Merce Cunningham ou Trisha Brown, qu'on a accueilli l'an dernier, donc qui étaient vraiment des pionniers de la danse contemporaine, la caméra était présente sur le plateau, les images étaient présentes, et en fait, quand on appelle la danse contemporaine, c'est une danse qui s'inscrit dans son temps, qui travaille avec les médias de son temps et qui donc crée des formes scéniques avec tous ces médias, et ça a toujours existé depuis que la danse s'est affranchie de ces codes anciens de la danse classique ou même de la danse qu'on a dite moderne, qui était encore elle-même assez codifiée jusque dans les années 50. Et en fait, ce que je trouve... je crois vraiment passionnant, c'est de redécouvrir la danse contemporaine au travers de cette exposition qui va sans doute faire encore tomber beaucoup de préjugés, je pense, sur ce qu'on connaît de la danse. Parce que la danse, elle souffre de ne pas avoir de traces écrites, elle a très peu d'archives, elle est peu diffusée dans les grands médias comme la télé. Et du coup, on a souvent l'impression qu'elle... on la connaît très mal en tout cas. On a un peu des images arrêtées là-dessus, alors qu'en fait, c'est une telle galaxie, je dirais, d'inventions permanentes. Nous, on parle de danse de création plutôt que de danse contemporaine, puisque le mot est un peu galvaudé. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est comment aujourd'hui des artistes s'emparent du mouvement pour s'exprimer, pour créer des œuvres, pour toucher les gens. Et je crois qu'on essaye d'ouvrir effectivement des tas de portes, comme le disait Brigitte, sur différents univers chorégraphiques, avec, je crois, toujours ce qui les relie, c'est cette attention particulière au public et à l'adresse qui est faite au public. Voilà. Justement, le public, il a changé, il a évolué depuis la première édition. Vous l'avez senti, vous le sentez comment? Oui. Il a pris les cheveux. Il a vieilli, ouais. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui venaient pas, des gens qui ne connaissaient pas du tout la danse ou... Voilà. En tout cas, les personnes qui ont travaillé avec moi depuis de nombreuses années, ce sont des spectateurs extrêmement difficiles maintenant. Puisqu'ils ont connu de l'intérieur, très exigeants, oui, tout à fait. Et ils ont une sorte de connaissance intérieure des choses, donc du coup, leur regard ne se pose pas de la même façon et pas au même endroit. Donc le festival porte aussi très bien son titre. Et je voudrais juste dire un mot, parce que je crois peut-être que le spectacle La Collection Lisbé, qui va avec l'exposition, qui donc sera là pendant une semaine au Quinconce, est une pièce très facile d'accès. C'est une pièce pour tout le monde. Il y a de l'audio, il y a des images, il y a des danseurs sur un plateau, il y a des très très belles musiques, dont une création de Meredith Monk. Pas rien, parce que Lise Brunel connaissait très très bien Meredith Monk, qui nous a fait le plaisir d'écrire une berceuse exprès pour ce spectacle. Et c'est vraiment une pièce à plein d'entrées. C'est une pièce simple, mais simple, pas dire médiocre, évidemment, ou en dessous d'eux. Accessible. Mais accessible, et je crois que toutes les personnes, qu'elles aient un tout petit peu de vécu de danse ou pas, peuvent trouver, encore une fois, une petite porte d'entrée. S'attacher à, tiens, je vois cette danse, mais c'est tout. Et peut-être qu'après, des petits liens comme ça avec l'exposition, les petites fils vont se tisser. En tout cas, j'aimerais vraiment que vous soyez très nombreux dans la salle ce soir-là. Et puis juste par rapport à cela, en fait, on a construit, comme le disait Brigitte, tout ça c'est une construction, on a construit un parcours pour le public pour découvrir en particulier deux grandes figures de danse
qui sont présents dans le spectacle et dans l'exposition, puisque les danseurs passent au travers de danses qu'ont élaboré ces grands chorégraphes, donc c'est Merce Cunningham et Anna Alprin. On a programmé aux cinéastes des films qui racontent la vie et l'œuvre de ces artistes-là. Ce sera jeudi soir et lundi soir prochain. On a 2 possibilités pour aller voir ces films. Et je crois que c'est une très très belle occasion de à la fois découvrir ces artistes à travers leur œuvre, leur parcours, de façon très accessible à l'image, sur des films. Et puis ensuite d'aller voir ce spectacle, enfin de cheminer comme ça jusqu'à la fin du festival où nous accueillerons le Ballet de Lorraine pour un programme de répertoire qui justement comprendra une pièce de Merce Cunningham, ce qui est très très rare aujourd'hui. Voilà, donc j'encourage les publics à faire un petit parcours parce que voilà, c'est intéressant. Et puis peut-être aussi dire que dans ce parcours, il y a peut-être des pièces un petit peu plus âpres, peut-être, à appréhender, et que justement, je me ferai plaisir de faire un petit échauffement du spectateur avant 2 pièces de Nasser Belazza. Ça sera l'Espal. Ouais. Et l'échauffement du spectateur, notre idée, c'est de proposer 1 heure avant le spectacle aux personnes, bien sûr, qui le souhaitent. Tout ça est gratuit et bien non obligatoire. Mais de venir, je dirais, en fait, poser sa journée à côté de soi et puis se rendre un peu disponible. On va faire des choses extrêmement simples, mais d'être juste, un peu de se laver, des choses qui peuvent être pesantes, ou voilà. Et pour rentrer peut-être dans un univers qu'on connaît moins et peut-être qui demande un état de perception, un état de réception. Voilà. Donc... c'est à voir absolument. Le festival À notre regard, c'est du 18 au 25 septembre, à ne pas rater, avec toute la programmation évidemment sur Internet. Restez avec nous, mesdames, puisque maintenant vous allez assister à une battle. J'ai hâte. À ma droite, Julien Sénéchal, il représente la BD. Oui, la BD avec... alors j'ai présenté les 2 premières chroniques des bandes dessinées plutôt drôles, amusantes. On avait Titeuf et puis Zai 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 Zai. Là, c'est carrément glauque. C'est ma favorite, de Thomas Lehmann. Mais c'est glauque, mais c'est profond. C'est juste pour montrer aussi que la bande dessinée n'est pas un sous-genre de la littérature et qu'on peut vraiment raconter de belles histoires en bande dessinée avec un format qui se rapproche encore une fois du format comics. C'est l'histoire d'une petite qui s'appelle Constance, qui est battue, terrorisée, martyrisée par sa grand-mère qui là-bas au Martinet, qui l'enferme dans un grenier quand elle fait des bêtises ou quand elle estime qu'elle a fait une bêtise. Donc le postulat de départ est quand même plutôt difficile, avec des dessins en noir et blanc qui mettent un côté assez profond quand même à cette histoire. Et puis on va s'apercevoir au fil de l'histoire que cette petite, finalement, c'est pas une petite, c'est un petit. Alors pourquoi on la déguise en fille depuis le début? Ses parents, on lui dit que ses parents sont morts. Et puis arrive dans le courant de cette histoire un couple de gardiens qui vient pour s'occuper entre guillemets de l'intendance de cette grande maison où elle est enfermée. Elle n'a jamais eu le droit de sortir. Elle sait même pas ce que c'est que des enfants. Donc elle les voit comme ça. Et ce couple de gardiens et des enfants, elle va commencer à aller vers eux et à se découvrir aussi elle-même sur comment on peut côtoyer d'autres enfants, ce qu'il y a, comment on peut faire pour les appréhender, pour discuter avec eux. Alors c'est plein de tendresse, c'est plein d'humour, c'est plein de cruauté aussi, parce qu'évidemment les enfants ne sont pas toujours tendres entre eux. Alors évidemment je ne vais pas révéler la fin, parce qu'il faut le lire, mais dans le dernier tiers, c'est pour ça qu'il faut aller vraiment jusqu'au dernier tiers de cette bande dessinée, parce que vraiment on se dit, mais cette bonne femme, si on pouvait lui tordre le cou, on le ferait. Mais on va découvrir dans le dernier tiers, on va dire, l'intrigue qui se dévoile, et c'est assez intéressant. Et Thomas Lehmann, avec son dessin et avec la manière dont il prend comme ça des fils pour tirer sur cette petite Constance qui finalement est un garçon. On va savoir pourquoi cette grand-mère elle a décidé d'avoir cette petite fille chez elle, comment elle l'a eue, pourquoi elle l'a déguisée en fille, quelle histoire se cache derrière. Les rebondissements par contre ils viennent à l'appel directement sur le dernier tiers. Franchement c'est... je vais pas dire une magnifique histoire parce que c'est assez dur, mais la BD est vraiment très très bien faite, très très bien foutue. C'est une chouette BD que moi j'ai découverte grâce à la librairie Bulle, et honnêtement au départ je me disais voilà ça se lit le soir avant de se coucher, si vous voulez, mais voilà, elle est à la fenêtre de son grenier, c'est difficile. Le papy lui emmène quelques nourritures comme ça vite fait parce que il a un peu plus d'humanité que la grand-mère.
Mais il faut le lire, ça parle évidemment de la compréhension qu'on peut avoir des enfants entre soi, de la difficulté qu'on a aussi parfois d'être parent à son insu. Donc n'hésitez pas à aller lire La Favorite, donc aux éditions Actes Sud. La Favorite, je vais très vite pour que notre ami Matt puisse parler de ses comics. On est déjà à la bourre de toute façon. Et puis la semaine prochaine, on parlera de cette bande dessinée-là, Olivier, parce que Christophe Malavoie, comédien bien connu, a adapté un des romans de la trilogie allemande de Louis-Ferdinand Céline, La cavale du docteur Détouche, le docteur Détouche étant Louis-Ferdinand Céline, et avec les frères Brizzi. Les frères Brizzi, c'est les deux seuls Français à avoir dirigé un studio Disney aux États-Unis, c'est pas rien, les dessins sont magnifiques, et on aura donc l'éclairage de Christophe Malavoie la semaine prochaine sur cette cavale du docteur Détouche qui est très très beau. Mais lisez La Favorite. Il le vend très bien, il a besoin de beaucoup de temps, mais c'est très bien, bravo Julien. Et à ma gauche, Matt. Voilà, la semaine prochaine, sous l'inverse de Julien, la semaine prochaine, je sais pas de quoi je vous parle, et je vous parle d'une BD qui est une BD de jeunes encore, mais qui est une BD de bande, et qui est une BD, hey, on l'a pas vu, couleur. Voilà, c'est donc exactement l'inverse de Julien. On va suivre une bande de jeunes majeurs étudiants, et au milieu de cette bande, il y a le fameux Scott Pilgrim qui donne son nom au bouquin. Et du coup, Scott Pilgrim, c'est ni vraiment le plus beau, ni le plus intelligent, puis pas vraiment le plus dégourdi. C'est un étudiant qui a pas trop de thunes, qui vit en coloc. Enfin, c'est la vie un peu, voilà, il joue dans un groupe de rock, c'est un peu banal de l'étudiant américain. Et puis, il y a cette fille qui va repérer, et il va quand même réussir à l'aborder, et puis il va quand même réussir à sortir avec elle. Et pendant qu'ils font un de leurs premiers rencarts, pendant un concert de rock, il y a un type qui tombe du ciel et que Scott va devoir affronter. Il va gagner ce corps à corps et le type va disparaître et laisser une poignée de pièces au sol. En fait, on est typiquement dans le code du jeu vidéo où quand vous battez un adversaire, il devient une récompense, un tas d'or ou un bonus. Et en fait, il va apprendre que la nana qu'il convoite a 7 ex maléfiques et que donc au cours de cette histoire, il va devoir défaire à la main tous les ex maléfiques pour pouvoir avoir la fille. Alors, je vous dis pas comment ça se termine. C'est une BD qui emprunte au code du jeu vidéo dans l'esprit, mais à beaucoup de segments de la pop culture. Graphiquement, ça ressemble un peu à du manga, un peu à de l'animation. On n'est donc pas dans le côté tape à l'œil du comics. Et voilà, c'est cool, frais, funky, rigolo. Ça s'appelle Scott Pilgrim et c'est dispo à la fois en couleur dans cette édition-là, sortie chez Milady, et aussi en noir et blanc, si vous voulez la version originale, puisqu'il y a une dizaine d'années, je sais pas, ou une cinquaine d'années, c'est sorti uniquement en noir et blanc. Voilà. Il y en a 6 ou il y en a plus? Il y en a 6 pour avoir l'histoire complète en couleur, il y en a 6 pour avoir l'histoire complète en noir et blanc, et si vous êtes vraiment un feignant et que vous n'aimez pas trop lire, il y a une version qui est sortie en film que vous pouvez voir pour choper un peu l'esprit de la série. Par contre, regardez pas la fin du film parce que vous auriez la fin du bouquin. Et ça serait un peu dommage. Oui, ça serait dommage. Forcément. C'est bête. Ils sont très forts, hein, tous les deux. Vous l'avez remarqué, ils sont là avec nous tous les mardis. Vous partez avec la BD, avec le comics? Certainement pas, oui. Okay, ça vous a plu? Elle regardait Carole avec... Voilà, bon, ils vont discuter entre eux. Bravo. Je rajoute 30 secondes, c'est Christophe Malavoie sera l'invité de la librairie Bulle vendredi. C'est aussi pour ça qu'on parlera de cette bande dessinée. Vous y serez? J'y serai bien entendu. Évidemment. Merci à vous d'être venus. Bon festival pour cette 10e. Merci à tous les deux, les gars. Bravo pour cette battle et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve exceptionnellement demain soir dans l'Infiltré du dimanche, 19h. À 20h aussi, jeudi pour les coulisses 2. Et puis, bien sûr, les rendez-vous d'Olivier. Moi, je crois que je vais tout faire cette semaine. C'est pour ça que je suis crevé. J'en peux plus. À très vite, à demain, 19h.